Bonjour, je suis Patrick Ray. Je représente la société ITG, première société de portage salarial en France, qui développe une activité qui fait appel à un statut hybride. Ce statut hybride étant un statut d'indépendant sous statut salarié. Alors j'ai vu plein de personnes hier qui effectivement avaient envie de créer ou pas envie de créer un certain nombre de choses différentes, et je vais relier ça par rapport à quelques enjeux qui sont ici. Après, je souhaiterais que vous me disiez quelles sont vos questions, bien évidemment, pour ne pas vous embêter à rentrer dans le détail du fonctionnement pour les personnes qui connaissent déjà le fonctionnement du portage salarial. La première chose que je voulais commenter, c'est ça, c'est-à-dire que l'indépendance, il y a une montée en puissance très très forte de l'indépendance, elle peut être ce que j'appelle choisie ou subie. Donc j'ai vu toutes sortes de profils, toutes sortes de personnes avec des âges différents hier, c'est très intéressant. Et l'indépendance choisie, c'est j'ai envie d'être indépendante, j'ai envie de développer une activité, j'ai plus envie du salariat classique. Un intérêt, comment dirais-je, une anecdote que je peux vous citer, c'est hier en début d'après-midi, une personne que j'ai vue et qui m'a dit « Je vais vous raconter ce que j'ai fait ce matin, je viens de refuser un CDI ». Et elle était toute fière et toute contente de le faire. Elle disait « Je regrette quand même peut-être, j'ai peut-être fait une bêtise, mais j'ai quand même refusé le CDI ». Alors j'ai approfondi, j'ai essayé d'expliquer de quoi il s'agissait. Et en fait, c'était un CDI, mal payé, donc c'était effectivement une bonne raison. 2, dans une activité que je ne citerai pas, dans laquelle effectivement elle ne se sentait pas forcément très très bien ou forcément très, très licite. Mais on avait besoin de son savoir-faire pour développer le marketing, parce qu'elle était experte en marketing. Elle avait précédemment travaillé dans une activité de marketing, elle est trilingue, elle avait développé un certain nombre de choses, et elle avait ce côté que j'aimerais bien, sur lequel j'aimerais bien revenir. Je ne sais plus comment on l'appelle en français, le complexe d'illégitimité. Ça porte un autre nom, voilà, qui est développé chez beaucoup de personnes, et peut-être un peu plus chez les femmes, en se disant, voilà, qu'est-ce que je vaux, est-ce que machin, est-ce que je suis crédible, est-ce que je peux me présenter sur les réseaux sociaux comme indépendante, est-ce que je peux me présenter comme consultante, est-ce que je peux me présenter comme intervenante indépendante. Ben oui, vous ne l'avez peut-être pas déjà fait, mais vous avez un passé professionnel, une expérience qui est intéressante. Donc voilà. Donc choisir, ça peut être choisir positivement parce que je veux être indépendante, parce que je veux développer, parce que je veux travailler dans des milieux et des contextes différents. Et c'est ce qu'on appelle, nous, le travail par mission. Le travail par mission, on peut le faire sous différents statuts. J'y reviendrai dans une autre diapositive. Micro-entreprise, SARL, SAS unipersonnel, portage salarial, autres. Ce n'est pas le statut qui fait la différence. La principale question, c'est comment trouver des missions. C'est comment trouver des clients. C'est là-dessus qu'on peut probablement faire la différence. Subi, c'est typiquement le portage salarial est né, cette idée de pouvoir porter, c'est-à-dire mettre sous contrat de travail des personnes qui sont indépendantes et qui réalisent des missions pour des clients différents. C'était à l'origine essentiellement pour des quinquas plus. Et évidemment plutôt des hommes que des femmes, puisqu'il y avait beaucoup plus de population, anciens cadres, à ce niveau-là. Ça a beaucoup changé, beaucoup évolué. Donc subi, ça veut dire je trouve plus de job, j'envoie des candidatures spontanées, je n'ai pas de réponse, ou je suis reçu par des personnes, et ces personnes me disent que si je suis reçu, ça veut dire que mon profil peut les intéresser, mais je n'ai pas de job pour vous. Et là, plusieurs personnes, j'ai discuté avec elles effectivement hier et ce matin, pour leur dire il faut mieux voir la bouteille à moitié pleine plutôt que la bouteille à moitié vide. C'est-à-dire que votre profil les a intéressés. Si c'est vrai, si ce n'est pas du pipeau, si c'est sincère, ça veut donc dire qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose, un besoin à gratter. Donc vous m'avez dit que votre profil vous intéressait, mais que vous n'avez pas de job. J'ai peut-être une solution pour vous aider et intervenir chez vous, ponctuellement. À distance, en télétravail, chez vous, physiquement, pour faire des prestations de services. Et ces prestations de services, on peut les définir ensemble. Quand est-ce qu'on se voit ? Donc une première idée, ça va être de se dire que pour trouver des missions, il faut peut-être commencer par travailler son réseau déjà dans l'emploi classique, mais avec une casquette différente.
C'est ça l'enjeu. Et la difficulté de beaucoup de personnes, c'est de se dire comment je peux me présenter comme étant un offreur de services. Alors on vous le dit par ailleurs, si vous êtes accompagné par l'APEC et par d'autres, on vous le dit. Mais comment le faire? C'est pas si facile que ça. Donc se pas présenter sous forme d'emploi. Ce qui ne veut pas dire qu'après, vous ne trouvez pas un emploi. Nous, on a une démarche qu'on appelle des ateliers de recherche de missions qui permettent aux gens de se présenter sous cette forme-là et de chercher, de trouver des missions. Eh bien, 20% des gens, je crois que c'était les dernières statistiques, sont des personnes qui trouvent un job. C'est-à-dire qu'en se présentant sous forme d'offreur de services, sous forme de prestation de services ponctuels, donc, un certain nombre d'interlocuteurs clients leur disent « Non, mais moi, je préférerais vous embaucher et vous faire au moins un CDD parce que j'ai envie de vous avoir sous la main pendant 3 mois, 6 mois, etc. » Après, c'est vous qui choisissez. Est-ce que j'ai envie d'être interlocuteur, c'est-à-dire sous la coupe d'un seul employeur, ou est-ce que j'ai envie de garder ma liberté pour pouvoir trouver d'autres clients et d'autres contextes dans lesquels je peux travailler. Donc vous voyez qu'entre le lien entre choisi et subi est des fois assez ténu. Ce que j'aime moins, c'est quand l'idée, c'est simplement je veux être indépendant ou être indépendante simplement parce que je veux plus de patron sur le dos. Ça, c'est une motivation négative. Parce qu'en fait, vous aurez au moins aussi fort qu'un patron sur le dos, c'est des clients sur le dos. Et ces clients-là sont des gens exigeants et c'est normal. Voilà. Donc si vous aimez la variété et l'indépendance, vous pouvez choisir différents statuts, dont le portage, que j'expliquerai un peu plus en détail après, mais qui est un moyen de le faire. Alors, la deuxième chose, c'est le salariat classique. Le salariat classique, je préfère l'appeler classique parce qu'on oppose le salariat et l'indépendance. Or, dans le portage salarial, on ne peut pas les opposer puisque c'est le meilleur des deux mondes possibles. On peut être salarié tout en étant indépendant. Le salariat classique, c'est le salariat de dépendance, c'est-à-dire que j'occupe un job, un poste, qui m'est proposé dans une entreprise pour remplir une définition de fonction et remplir un certain nombre d'obligations. Et j'ai un responsable hiérarchique. Même si on développe dans les entreprises de plus en plus d'autonomie, même si on a la possibilité de gérer un peu plus son temps, etc., malgré tout, on est dans un contexte culturel qui est une monoculture. Ça, c'est le salariat classique. Il y a de plus en plus, donc ne faites pas d'opposition, on n'est plus dans une civilisation et une société où on est dans une société et. C'est-à-dire qu'on peut être en même temps, et j'en ai vu hier, auto-entrepreneur pour travailler avec des particuliers, en portage salarial pour faire des missions et commencer à développer son activité par mission et commencer à préparer une future création d'entreprise, et en même temps être salarié classique, temps partiel, voire même temps plein, puisqu'on a le droit de travailler 48 heures par semaine dans une entreprise. Vous voyez ? Donc les trois sont parfaitement compatibles. Donc ne faites pas d'opposition. En plus, de toute façon, et j'ai vu tout à l'heure une amie que je connais qui a été portée par ITG et qui a fait des allers-retours comme ça. C'est la même chose. On peut faire un aller-retour entre je suis happé par un client, je signe un contrat de travail avec mon client, ensuite je trouve d'autres contacts professionnels dans mon réseau et j'ai plus envie d'être salarié de chez ce client-là, mais j'ai envie de garder le statut salarié qui me permet d'avoir cette protection sociale, juridique, etc. Voilà. Alors le salariat classique est insatisfaisant, beaucoup d'enquêtes le montrent, il y a plein d'articles récents sur le sujet, je ne vais pas vous résumer le contenu, mais on en parle beaucoup dans les médias, parce qu'il y a de plus en plus ce manque d'utilité ou ce manque de reconnaissance, chez les hommes comme chez les femmes. Chez les femmes, évidemment, il y a parfois une difficulté supplémentaire quand on a quitté le salariat à un moment donné et qu'on se reconvertit, etc. Il y a un fort succès, vous aviez tout à l'heure mon ami de l'URSSAF qui vous en parlait, de la création sous forme d'auto-entreprise. La micro-entreprise, donc ça a maintenant 11 ans, ça se développe considérablement, mais est-ce que ce sont des créations réellement ? C'est pour ça que je l'appelle parfois inscription, parce que s'inscrire ne veut pas forcément dire créer, in fine, en tout cas avoir une activité, puisque la moitié à peu près des auto-entreprises créées n'ont pas d'activité. Et celles qui ont une activité avec un chiffre d'affaires qui est malheureusement, c'est bien dommage, inférieur au seuil de pauvreté, c'est-à-dire autour de 900 € par mois. Et ce faisant, ce revenu-là n'est pas un revenu avec de la protection sociale, elle est très faible. Donc ça veut dire qu'entre-temps, on n'a pas effectivement cotisé au chômage, on n'a pas cotisé à la retraite complémentaire, à la prévoyance, et très peu, ou peut-être pas beaucoup, à la retraite. On en parle beaucoup à l'heure actuelle, il faut penser aussi à ça.
Donc une auto-entreprise, c'était une excellente idée, ça reste une excellente idée, en complément d'un statut solide et sérieux. Soit on est salarié et on teste une activité, soit on a une autre activité qui permet de compléter. Mais ce n'est pas incompatible avec d'autres créations. Côté entreprise, c'est important. Ce matin, on parlait à la radio de Deliveroo qui avait effectivement perdu un procès et donc requalification en contrat de travail pour donc les entreprises. Donc ça, c'est important. Aux États-Unis, ça se passe également. En Angleterre également. Donc de plus en plus, toutes ces plateformes, effectivement, qui font du faux salariat, du salariat déguisé, ça peut être un peu compliqué. Et de plus en plus, maintenant, les entreprises classiques, donc les PME de la région, parce que c'est quand même principalement des PME, mais aussi des plus grandes, sont sensibilisées à ça et craignent de faire appel à des indépendants qui ne les protègent pas, si vous voulez, surtout si vous travaillez de manière trop régulière chez le client et de manière fréquente. Évidemment, si vous êtes monoclient, on n'en parle pas, c'est encore plus risqué pour l'entreprise, ça s'appelle de la requalification en contrat de travail. Donc là, il y a cette idée d'avoir un besoin de sécurisation du côté des entreprises, sécurisation pour vous sous statut salarié, sécurisation du côté des entreprises. Et puis il y a la flexibilité, parce qu'en fait, les avantages que vous avez de votre côté de souplesse, de flexibilité, on les retrouve du côté des clients, des donneurs d'ordre. Un donneur d'ordre peut effectivement vous prendre pour une mission ponctuelle, vous tester. En fait, c'est aussi souvent une occasion de tester une personne pour ensuite lui faire des missions plus longues ou la prescrire auprès d'autres interlocuteurs, voire même l'embaucher. C'est pour ça qu'on a ces allers-retours entre contrat de travail et contrat de mission. Donc l'important, c'est de bosser, c'est tout. Simplement, c'est que la manière de rechercher des missions n'est pas la même que la manière de rechercher des jobs. C'est ça qu'il faut absolument distinguer. Donc flexibilité du recrutement, avoir cette souplesse de pouvoir prendre quelqu'un, le reprendre, ne pas renouveler, ne pas reprendre, jeter, je caricature un peu, j'utilise le mot jeter, je sais qu'il est choquant, jeter la personne, c'est-à-dire le prestataire indépendant, si vous voulez, je n'en ai plus besoin, c'est ça que je voulais dire, hein, c'est pas cru, voilà. Et puis pour vous, ce que je viens de dire et de détailler, le besoin de sécuriser son parcours professionnel, évidemment. Donc voilà ce que je voulais dire en introduction. Je vais vous expliquer le fonctionnement du portage dans une seconde. Je vais le resituer par rapport à d'autres types de création d'entreprises ou d'activités sous des statuts différents de salariat ou autres, ou de couveuse, etc., pour bien le situer et le comprendre. Et puis après, vous vous faites accompagner, vous posez des questions à la Maison de l'Emploi de Bordeaux, à Pôle emploi si vous êtes suivi par eux, à l'APEC, etc., et à d'autres qui vous donneront des renseignements là-dessus. Et moi, je me concentrerai sur un focus sur, bien sûr, le fonctionnement du portage salarial. Donc, premier temps, quelles sont les questions, pour ne pas vous embêter en détail, quelles sont les questions brûlantes ou importantes que vous avez à ce stade sur la recherche de mission, sur la création ou sur le portage salarial, pour celles qui connaissent et qui ont besoin de renseignements complémentaires. Ah d'accord, merci. Oui. C'est financier, c'est comme une recommandation, c'est quoi exactement? C'est des professionnels qui vous accompagnent pour faire un montage juridique, financier, etc. ou j'arrive pas bien, c'est un peu nébuleux pour moi. Bon, allez, on va passer la diapositive en amont pour comprendre le fonctionnement. Le petit schéma l'explique bien. Le schéma tripartite. La personne qui est prestataire de service, donc qui fait des missions telles que les exemples que j'ai donnés, j'en donnerai d'autres après, c'est-à-dire une prestation de service aux entreprises, quelle qu'elle soit. Sauf une prestation, bien entendu, artisanale, une prestation de service à la personne, qui est exclue du portage salarial, et toutes les choses que l'on peut faire de manière beaucoup plus large et variée en auto-entreprise ou en coopérative d'activité ou en couveuse d'entreprise. Donc le portage salarial se centre sur la prestation de services aux entreprises. Quand je dis entreprise, c'est au sens large. Ça peut être collectivité, association, personne morale. C'est-à-dire que des gens qui ont des besoins de services. Donc exemple, formation, exemple, prestation d'accompagnement, exemple, prestation de services administratifs, de gestion ou autres à distance, prestations en ligne, prestations web, prestations informatiques,
tous les métiers que l'on peut développer en entreprise, dont les entreprises ont besoin. Les entreprises, les personnes morales en général. Ça veut dire que la personne morale qui est le client, qui est à droite ici, qui a été trouvé par le prestataire ou où le prestataire a été trouvé par le client, on va détailler ça dans une seconde bien évidemment, ils sont d'accord pour ensemble faire quelque chose qui va rendre service au client. Le tiers de confiance, qui est donc l'entreprise de portage salarial, rien à voir avec l'intérim, puisque ce n'est pas nous qui trouvons des missions. Le tiers de confiance, qui est l'entreprise de portage salarial, par exemple ITG, va donc signer avec le client un contrat de mission et va signer avec le prestataire un contrat de travail. Voilà ce que c'est que le portage salarial. 2 contrats bipartites bien distincts, un contrat de nature commerciale qui nous autorise à facturer le client, tout simplement, et qui permet d'assurer la responsabilité civile professionnelle de la mission, et d'autre part, un contrat de travail qui couvre une ou plusieurs missions, autant de missions que voulu. Voilà ce que c'est que le fonctionnement du portage. C'est plus clair ? On peut le resituer dans les autres formes, si vous voulez, pour resituer le portage salarial comme une solution mixte ou intermédiaire. À l'extrême gauche, vous avez l'emploi classique que vous connaissez, les CDD et les CDI, qui sont donc des moyens de travailler avec une entreprise, une association ou autre monoculture. Donc on est toujours dans ce mode de fonctionnement. À l'autre extrémité, vous avez la création pure et dure, c'est-à-dire je suis totalement en voie de créer quelque chose. La création se fait le plus souvent au démarrage quand on est seul en entreprise individuelle, donc sous forme individuelle, bien évidemment, dont le statut auto-entreprise devenue micro-entreprise, qui est extrêmement connu, ou le statut sociétal. Je recommande le statut sociétal dans la mesure où il offre plus de souplesse quand on veut créer une véritable entreprise, parce qu'effectivement, on peut pouvoir, tous les frais que l'on a, les investissements, les sortir de son chiffre d'affaires pour qu'ils ne deviennent pas du revenu, salaire ou autre chose. Voilà. Après, vous allez voir la CCI, vous allez voir les autres, on vous expliquera les différents statuts qui sont possibles. Par exemple, SAS unipersonnel, SASU, qui a beaucoup de le vent en poupe, parce qu'elle permet, c'est celle qu'on peut mieux comparer avec le portage, surtout pas l'auto-entreprise, parce qu'effectivement, d'abord, on distingue le capital, donc qu'on peut, même s'il est très léger, même si c'est 1 euro, voilà, on est protégé personnellement, on n'est pas responsable comme une entreprise de type individuel. Et puis, on peut se payer des dividendes, du salaire ou un petit peu des deux. En portage salarial, puisque ça s'appelle portage salarial, on peut se payer que du salaire. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires qu'on va facturer pour vous va se transformer en salaire. Mais je vais revenir après sur une deuxième possibilité qui est comme une société, puisqu'en fait vous êtes comme si vous étiez une société sans avoir besoin de la créer, c'est nous qui la faisons pour vous, effectivement, de pouvoir faire passer vos frais de formation, frais de prospection, frais de salon, frais d'informatique, frais de téléphone, d'internet, etc., qu'on peut sortir du chiffre d'affaires, ce que ne peut pas faire l'auto-entrepreneur, donc c'est aussi un des intérêts quand on est en travail auprès de professionnels, c'est de pouvoir sortir ces frais-là pour avoir moins de cotisations sociales, moins d'impôts et avoir une récupération de la TVA. Donc on a un certain nombre d'avantages de ce côté-là. Je ne voudrais pas faire l'impasse sur les autres formes salariales qui sont le temps partagé, les groupements d'employeurs, les vacations, l'intérim, mais qui sont effectivement, vous êtes dans les effectifs de l'entreprise. C'est-à-dire quand vous travaillez à temps partagé ou en groupement d'employeurs, c'est-à-dire un seul client, entre guillemets, un seul employeur qui vous fait un CDI et qui vous dispatche. Alors ça s'est beaucoup développé dans le milieu agricole, mais ça s'est développé dans d'autres activités maintenant, y compris dans le domaine aérospatial et autres, c'est de pouvoir travailler pour plusieurs interlocuteurs. Les solutions mixtes, donc les plus intéressantes, sont l'entreprise de portage salarial, les EPS, les coopératives d'activité d'emploi et les couveuses. Alors ce qu'il y a de commun dans les couveuses et les coopératives d'activité d'emploi, c'est que vous démarrez
avec un contrat qu'on appelle CAP, contrat d'appui pour l'entreprise ou pour l'entrepreneur, dans lequel effectivement vous avez cet accompagnement. Donc vous ne savez pas exactement quel est votre marché, vous n'avez pas encore tout développé, etc. Vous êtes dans des activités très variées, vous pouvez participer à ces phénomènes-là. La deuxième étape dans les coopératives d'activité et d'emploi, c'est de pouvoir passer en statut salarié. Là, ça commence à ressembler à du portage et vous verrez, la solution est assez proche à ce moment-là. Donc l'activité peut être très variée, y compris artisanale, alors que dans le portage salarial, elle ne peut être qu'une activité de prestation de service. Donc le fonctionnement du portage, je vous l'ai expliqué comme ça, une relation tripartite. Les exemples de missions que l'on peut développer, c'est défini avec chaque client, bien entendu. Alors, un des moyens de démarrer l'activité, c'est de démarrer en sous-traitance. Les gens qui font de l'informatique sont souvent happés par des ESN, les formateurs sont souvent happés par des entreprises de formation, des cabinets de formation, etc. Donc, si vous êtes connu comme ça peut être intéressant. Vous ne cherchez pas vos clients, c'est eux qui vous les trouvent et qui vous les proposent. Donc, l'immense avantage, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas à chercher vos clients. L'immense inconvénient, enfin il y en a même deux, le premier c'est que vous gagnez moins parce qu'effectivement ils prennent leur marge là-dessus et dans l'informatique il y a éventuellement des fois deux surtraitants à l'étage et il vous reste peut-être que 50% du chiffre d'affaires facturé. Certes ils facturent plus parce qu'ils ont la notion de marque qui vend bien, mais il vous reste moins et il vous restera à peu près la moitié en salaire net une fois que vous êtes passé en portage salarial puisqu'effectivement vous avez toutes les cotisations sociales qui vous protègent. Donc la sous-traitance, c'est intéressant pour démarrer en fonds de commerce, mais c'est moins bien parce qu'on gagne moins d'argent. Et c'est surtout le principal écueil que je vois, parce que ça c'est vraiment mon ADN et celui d'ITG, c'est d'aider les personnes à devenir vraiment autonomes, c'est-à-dire à faire la différence sur le marché, à être connues, à être prescrites, à être recommandées, pour qu'ensuite il y ait ce cercle vertueux qui se développe de plus en plus. Donc c'est ça l'idée de base, il vaut mieux trouver des clients directs. Comment trouver des clients directs ? Ça peut être des employeurs qui ne voulaient pas être employeurs, ça peut être du réseau qu'on développe, et ça c'est un travail, un cheminement qu'il faut développer. C'est pour ça qu'on a beaucoup de formations, beaucoup d'accompagnement là-dessus. Donc les interventions peuvent être ponctuelles ou longues, peuvent être techniques, métiers ou autre chose. On a vraiment tous les métiers qui sont possibles et qui existent en portage salarial. Les avantages, je l'ai dit, mais je le résume ici, du côté de l'entreprise cliente, c'est qu'elle passe commande de prestation, un ordre de mission à signer, une facture à régler. C'est très simple à faire et c'est très sécurisant. En plus, quand elle a un nombre important d'individuels, si elle passe par une même société de portage, elle a un seul fournisseur, c'est plus simple. Une assurance responsabilité civile professionnelle, aucun risque de réqualification, je l'ai dit, et une mission bien définie dans le temps, progressive, renouvelable, négociée entre vous et la personne. Pour la professionnelle que vous êtes, pas d'enregistrement au registre du commerce, pas de compte bancaire à créer comme dans le cas de la micro-entreprise, sauf au démarrage, pas de paperasse à suivre. Beaucoup de personnes qui accompagnent des créateurs, et moi-même j'ai été associé créateur de sociétés de conseil et de formation, on sait qu'on passe au minimum 15% de son temps, voire plus, en paperasse, en perte de temps, en sollicitation commerciale, etc., etc. Donc le fait de donner 10%, puisque c'est le tarif des sociétés de portage salarial au démarrage, après ça baisse en fonction du chiffre d'affaires, le fait de laisser 10% de son chiffre d'affaires à l'entreprise de portage pour qu'elle fasse ce travail-là, qui vous fait perdre beaucoup de temps, c'est effectivement tout à fait rentable, parce qu'il vous manquera 5% sur le salaire, puisque le reste, c'est l'économie que vous avez fait sur les cotisations sociales. Ce tiers de confiance, en plus, assure le recouvrement, ce qui est intéressant, les réponses aux appels d'offres, et même vous avance, vous paye du salaire avant même qu'il y ait facturation ou même règlement du client, puisque tous les mois, on est obligé de vous payer au moins une partie du salaire en fonction des heures que vous avez bossé et donc que vous nous déclarez. Donc des jours travaillés, par exemple 3 jours, ça fait 21 heures et vous avez ça. Donc votre compte peut parfaitement être découvert dans les entreprises de portage salarial solides et sérieuses comme ITG. Ça ne pose aucun problème. Et après, quand vous avez de l'argent sur votre compte, vous pouvez lisser votre salaire, garder de l'argent pour des périodes où vous allez moins travailler, garder de l'argent pour investir, vous payer une formation ou changer votre matériel informatique ou autre chose. Vous avez plein de possibilités.
Et vous n'êtes pas marié avec l'entreprise de portage salarial. Vous pouvez avoir un contrat de travail qui couvre 1, 2, 3, 4 missions, qui est renouvelé, qui passe de CDD à des CDI. 2 tiers à peu près des gens sont en CDI chez ITG. Avec ou sans mission, il n'y a pas de mini, il n'y a pas de maxi de chiffre d'affaires. C'est compatible, je l'ai dit, avec l'auto-entreprise et c'est compatible avec le chômage. Donc le travail essentiellement d'ITG, pour conclure, c'est le travail administratif, gestion des contrats, des salaires, des notes de frais, etc., le support qui est fait de manière centralisée, évidemment à Paris, puisque le siège est à Paris, avec toutes les possibilités donc, de se connecter depuis une tablette, un téléphone mobile, etc., extrêmement bien fait et accompagné par une personne ressource en région qui vous aide. Et en région, c'est surtout effectivement ce travail de réseau, d'information, de formation, d'accompagnement, d'ateliers, de mise en relation pour développer son activité par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à venir sur le stand pour qu'on puisse en discuter. J'ai encore un tout petit peu de temps pour écouter vos questions. Non, j'ai plus le temps pour écouter vos questions, c'est bête. J'ai trop parlé, allez-y. Je suis navré. Bonjour. Alors moi j'ai une petite question. Par exemple, on a un métier, on travaille en salariat, etc. Là, on veut se faire une reconversion professionnelle. En attendant la création d'entreprise, on peut faire du portage salarial avec notre ancien employeur, enfin avec notre employeur actuel. Qui devient client. Le temps de développer sa nouvelle activité professionnelle. Par exemple. Donc, ça, c'est super. Vous avez peut-être déjà répondu, excusez-moi la question. Vous, en tant qu'entreprise de portage salarial, vous proposez aussi des offres d'emploi dans le circuit d'emploi, non, attention. Enfin, de clients qui cherchent... Pour le langage, il faut faire un changement de langage qui est très important, hein, voilà, et de travailler sur le travail par mission et l'offre de service. Hein. Donc effectivement, on a 4000 consultants portés chez ITG, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça fait à peu près 1000 équivalents temps plein. Donc ça veut dire que tout le monde ne bosse pas, il y en a qui bossent à temps plein, il y en a qui bossent à mi-temps. D'une manière générale, on est content quand on a développé une activité, qu'on arrive à facturer à peu près 110 jours par an. Ça, c'est la bonne norme, si vous voulez, c'est-à-dire 10 jours par mois, c'est très bien. Donc ce ne sont pas des emplois. Bien évidemment, si c'est des emplois, ce serait de l'intérim ou ce serait autre chose. On n'a effectivement pas le droit, par la loi de 2008, la loi de 2015, la convention collective de 2017, etc., on n'a pas le droit de vous confier des missions et surtout pas de prospecter pour trouver des missions pour des consultants. Ça veut dire qu'on fait de la concurrence déloyale aux gens qui sont portés chez nous. Mais on a parfaitement le droit, et on adore ça, de vous mettre en relation avec d'autres collègues consultants, avec des appels d'offres qui sont situés et avec des entreprises qui postent des missions, et là qui le postent sur le circuit réservé aux consultants ITG, hein, pour parler d'ITG, mais chaque entreprise de portage fait la même chose. Donc c'est la cerise sur le gâteau, mais ne rentrez pas en portage dans l'espoir qu'on vous trouve des missions, hein. C'est la cerise sur le gâteau, ça arrive. Mais le principal, c'est l'accompagnement peut peut-être vous aider à vous mettre dans une posture où vous maximisez les possibilités, de sortir effectivement de cette timidité qu'on peut tous avoir les uns et les autres à faire du commercial, parce qu'il ne faut pas faire du commercial, il faut faire du commercial de réseau et de la prescription, pour être dans une meilleure posture, pour se montrer dans les réseaux, sur le web, etc. Combien ça coûte ? Ça coûte, je vous l'ai dit, 10% de frais de gestion, 10% de frais de gestion sur les honoraires. Donc si vous facturez 1 000 €, si on facture pour vous 1 000 € d'honoraires, on va vous créditez votre compte de 90%, c'est-à-dire 900 €. On va payer vos cotisations patronales et salariales et il va vous rester entre 470 et 480, donc il reste à peu près 52% des 90, c'est-à-dire 48%, 47 à 48%, selon le contrat, la durée de la mission, sur les 100 qui sont facturés. Donc effectivement, les cotisations sociales sont 2 fois supérieures à celles de l'auto-entrepreneur, mais on compare des choses qui ne sont pas comparables. Il faut comparer un statut SAS unipersonnel, si vous voulez, où là, vous aurez en plus votre comptable, etc., etc. Et là, vous avez toute la protection juridique, et c'est le seul cas, avec la coopérative d'activité d'emploi dans la deuxième phase, où vous avez une protection, y compris droit au chômage. Vous reconsultez vos droits au chômage. Donc, et puis, vous pouvez faire passer vos frais. Donc, l'optimisation, si vous voulez, des revenus, c'est de faire sortir des frais qui sont licites, évidemment. Il faut les déclarer, les justifier. Je ne parle pas des frais de mission hein, qui se rajoutent. C'est-à-dire, si je veux faire une mission à Toulouse, il est normal que je négocie en plus de mes
de mon taux de journalier d'honoraires, l'aller-retour à Toulouse, par exemple, dans la journée, ou le séjour sur place, ou l'aller-retour à Paris, TGV, plus l'avion, l'hôtel ou autre chose. Donc ça se facture en plus, et nous, on récupère ça et on le crédite sur votre compte. Voilà. Je crois que c'est terminé. Désolé. Donc pour les autres questions, n'hésitez pas. Sur le stand, je vous reçois avec plaisir.